Nous sommes en mars 2023. L'intelligence artificielle progresse trop vite et nous pourrions en subir les conséquences. Mené par Elon Musk, milliardaire et philanthrope, des milliers de scientifiques à travers le monde appellent à stopper les recherches pour pouvoir poser un cadre réglementaire autour de ces nouvelles technologies devenues trop dangereuses. Heureusement, ils sont entendus et compris, et tous les États se mettent d'accord, enfin rassemblés pour protéger l'humanité. Ah non, pardon, non, ça n'a rien changé en fait. Mais du coup, Elon Musk s'est dit qu'il y avait une occasion à saisir. Il y a quelques semaines, le 5 novembre 2023, Elon Musk annonce Grok, une nouvelle IA avec pour objectif de détrôner le roi incontesté ChatGPT. Rien que ça. Il est drôle, un peu sarcastique, son nom claque un peu plus et il répondra à n'importe quelle question. Bref, il y a tout pour plaire. Mais bon, c'est quand même pas rien de s'attaquer à OpenAI et ChatGPT, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, 80% des boîtes qui utilisent de l'IA générative en dépendent. C'est les plus rapides du marché. Ils ont déjà le meilleur modèle de langage au monde avec GPT-4, ils ont une belle API et ils sont en train de développer tout un écosystème pour faciliter la vie des utilisateurs et des développeurs. Alors, comment Grok pourrait rivaliser? Est-ce que c'est juste du marketing? Ou est-ce qu'il a vraiment une chance de tirer son épingle du jeu? Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter ce bon vieil Elon Musk, notamment à la tête de Tesla, SpaceX, Twitter et maintenant xAI, l'entreprise qui développe Grok. On n'oubliera quand même pas de mentionner qu'il a participé à la création d'OpenAI en étant membre du conseil d'administration, notamment aux côtés de Sam Altman, qui est l'actuel CEO. Donc, c'est pas un touriste. D'ailleurs, il n'a pas vraiment apprécié de donner 100 millions de dollars à une entreprise qui était à but non lucratif et qui commence à faire des profits. Alors, le monsieur, il est surtout connu pour tout chambouler quand il arrive dans une nouvelle industrie. Avec Tesla, il a retourné l'industrie automobile en faisant une entreprise tech qui vend des voitures électriques et des panneaux solaires. Avec SpaceX, il a juste fait la première entreprise privée qui construit et lance des fusées, rien que ça. Et maintenant, il s'attaque même aux télécoms avec Starlink. Peu importe ce qu'on pense du personnage, on peut pas lui enlever qu'il a une certaine faculté à aller très vite et à prendre de court des concurrents déjà bien établis grâce à une philosophie assez particulière. Mais en plus, maintenant, il a un réseau d'entreprises, de contacts et de ressources hyper variées sur lesquelles il peut capitaliser, en plus de son influence idéologique. Par exemple, c'est grâce au succès des lancements de satellites à bas coût via SpaceX qu'il peut lancer le projet Starlink et promettre une connexion Internet partout dans le monde. Alors, tout ça étant dit, faut dire que Grok, c'est quand même un énorme tour de force technique. Ils ont réussi à produire un modèle hyper convaincant, supposément plus puissant que GPT 3.5 en étant moins lourd, et tout ça en 4 mois avec une minuscule équipe d'une vingtaine de personnes. Pour rappel, OpenAI c'était déjà un big boss en la matière. Ils ont été les premiers à sortir un modèle de langage pour le grand public, ils ont quand même mis 1 an, et avec un bon historique de recherche derrière. Alors, comment c'est possible? Eh ben, déjà, l'équipe de xAI, c'est pas n'importe qui non plus. Musk il a le bras long. On parle d'ex-OpenAI, DeepMind, Microsoft, Tesla, et c'est tous des cracks en deep learning. Ils ont contribué à certains des papiers les plus influents de la décennie, entre autres celui de Adam ou de la batch et de la layer normalisation, pour ceux à qui ça parle. Et ce sont des outils aujourd'hui standards dans l'industrie, ils sont utilisés dans quasiment tous les réseaux de neurones. Et à ce niveau-là, c'est comme s'ils avaient inventé le marteau ou la pelle, quoi. Ils ont aussi une expérience directe sur les LLM qui sont déjà sur le marché, comme GPT-3 ou GPT-4, ou sur des modèles qui sont encore en développement, comme le projet Gemini, qui est l'équivalent de GPT-4 pour Google. En plus, Elon recrute activement, et il a annoncé que les capacités de calcul de xAI allaient doubler tous les 2 mois. Donc, c'est que le début. D'ailleurs, en parlant de puissance de calcul, il a aussi dit que les ordinateurs embarqués des Tesla pourraient faire de l'inférence. C'est-à-dire exécuter des requêtes en intégrant par défaut Grok dans toutes les Tesla. Sachant que cet ordinateur est prévu pour faire tourner un pilote automatique, ça semble possible. Avec aujourd'hui une flotte d'environ 5 millions de véhicules et une production estimée à 1 million de nouveaux véhicules par an, Musk estime que ça représenterait la plus grosse capacité de calcul distribuée au monde. Évidemment, sous réserve de faisabilité, parce qu'il y a quand même un problème qui est de faire rentrer le modèle en mémoire de l'ordinateur, ou bien de trouver un moyen de le découper pour pouvoir le faire tourner sur plusieurs machines en parallèle. Donc, c'est pas dit. Et puis, il faut aussi trouver un moyen de compenser les possesseurs de Tesla qui feraient tourner le modèle chez eux. Enfin bref, c'est juste de la spéculation à ce niveau-là. Bon, ok, mais pour concurrencer OpenAI, est-ce que ça suffit vraiment? Ils ont le soutien du mastodonte Microsoft pour le hardware, et ils ont une équipe tout aussi impressionnante.
D'un autre côté, on peut regarder Google et se dire qu'ils ont une équipe et des ressources tout aussi impressionnantes, et pourtant, ils n'ont toujours pas lancé de produit convaincant. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? Le 27 octobre 2022, Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards. Depuis, il a opéré une tonne de changements sur la plateforme pour la rendre rentable. Entre les coupures d'accès au site, 2 rounds de licenciements massifs qui ont vidé plus de la moitié des effectifs, ou le renommage de la plateforme en X, il a pas mal déchaîné les critiques. Malgré les problèmes, Twitter a survécu et semble même regagner en utilisation. Pour situer, le réseau enregistre quand même 500 millions de tweets par jour. On a parlé de puissance de calcul, mais pour faire une bonne IA, il faut aussi des données. Beaucoup de données. Twitter, c'est un des plus gros répertoires de conversation au monde. Et depuis que l'API coûte un bras, c'est la chasse gardée d'Elon Musk. Entraîner les poids d'un LLM, ça revient à compacter la connaissance d'un jeu de données dans un réseau de neurones. Ce serait un peu illogique de chercher à faire rentrer 2-3 articles dans un modèle qui a besoin de 10 cartes graphiques à 20 000 $ pièce pour pouvoir tourner. Et là, je parle de GPT-3, hein. Et pas de l'entraînement, hein, juste d'une requête. GPT-4, lui, il ferait plus de 1000 milliards de paramètres, soit à peu près 10 fois plus que GPT-3, et il a probablement coûté plusieurs dizaines de millions à entraîner. Et la raison, elle est simple. Plus c'est gros, mieux ça marche. C'est d'ailleurs OpenAI qui l'a montré avec ses recherches sur les différentes versions de GPT. En fait, il n'y a quasiment aucune innovation technique entre GPT-1, GPT-2 ou GPT-3. La seule chose qui change, c'est la taille du modèle et la quantité de données sur laquelle ils sont entraînés. Quasiment aucun changement d'architecture interne. Et pourtant, à partir d'une certaine taille, l'IA commence à développer de nouvelles compétences. Et non, on ne parle pas juste d'apprendre plus de données bêtement. Le raisonnement logique est meilleur, et le modèle est capable de généraliser sur des tâches qu'il n'a jamais vues avant. Avant, il fallait entraîner un modèle spécifique pour chaque tâche, comme synthétiser un texte ou traduire un document. Maintenant, on a un seul modèle qui peut tout faire. En fait, il faut juste changer les données en entrée, c'est-à-dire lui poser la question différemment. En fait, c'est la naissance du prompt. Mais du coup, avec ces nouveaux modèles, de nouvelles difficultés techniques apparaissent. Premièrement, pour entraîner un modèle de cette taille, il faut être capable de distribuer le calcul sur un cluster de serveurs en parallèle avec des architectures GPU, et ça n'a rien à voir avec le fait de faire tourner un simple modèle sur son CPU. Ensuite, il faut récupérer assez de données d'entraînement. Alors des données, il y en a beaucoup sur internet, mais pour les récupérer, on a besoin de crawlers. Mais la vraie difficulté, c'est faire le nettoyage pour avoir des données d'entraînement de qualité. Les chercheurs d'OpenAI se sont rendus compte que parmi les innombrables pages web qui ont été scrappées, la plupart du contenu est juste inintelligible. Et comme on dit, garbage in, garbage out. Plus concrètement, GPT-3 en partie était entraîné sur des données de Common Crawl qui représentaient 45 gigas d'internet, et après filtration, ça faisait plus que 160 gigas, c'est-à-dire quasiment 100 fois moins. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 410 milliards de mots. À peu près. C'est assez pour entraîner le modèle pendant plusieurs mois sans jamais relire la même phrase 2 fois. Mais en plus du contenu inintelligible, on a un autre problème quand on parle de données sur Internet. Le biais. C'est-à-dire des tendances exprimées qui ne représentent pas bien la réalité. Par exemple, une minorité bruyante ou des propos qui sont particulièrement haineux. Et oui, certains se souviendront peut-être du chatbot Tay que Microsoft a déployé en 2016 et qui était censé apprendre de ses interactions avec les utilisateurs de Twitter et qui a fini par lâcher des grandes punchlines racistes, homophobes. Et c'est vrai qu'entre les fake news, les rageux et les bots, Twitter c'est un bon concentré de n'importe quoi. Un modèle de langage, ça mange ce qu'on lui donne, donc il ne sait pas faire a priori la différence entre du conspirationnisme et des faits réels. Et en fait, comprendre ça et faire le tri, c'est un bien plus grand défi que de récupérer une grosse quantité de données. Alors, sur Twitter, on a des outils qui peuvent nous aider, notamment les notes de communauté, qui peuvent apporter un contexte supplémentaire ou un regard critique. Et elles auront un rôle décisif à jouer pour mieux apprendre au modèle à déceler des fake news ou à saisir la portée de certains propos. Mais à court terme, il y a peu de chances que ça change la face du monde, et à elles seules, elles ne peuvent pas transformer Twitter en une base de données qualitative. D'ailleurs, si on regarde la fiche du modèle Grok 1, sur lequel repose Grok en fait,
aucun moment on voit indiquer Twitter comme donnée utilisée pour l'entraînement. Donc, posséder Twitter, a priori, c'est pas vraiment un avantage pour l'entraînement. Enfin, peut-être pour le fun mode, si on récupère juste les mêmes. Attendez. Du coup, pourquoi est-ce que cette base de données Crado a été utilisée dans plus de 20 000 papiers de recherche sur les 3 dernières années? En fait, si Twitter est un des jeux de données les plus importants pour beaucoup de chercheurs en IA, c'est surtout lié au format des données. C'est-à-dire des utilisateurs et des messages qui sont reliés entre eux par des abonnements, des réponses et des RT. En fait, ça crée un gigantesque réseau qu'on peut modéliser sous forme de graphe. Et ça permet une multitude d'expériences. De l'analyse de sentiments, de communautés, de tendances. On peut étudier comment différents types d'informations se propagent au sein des groupes ou modéliser l'impact des tweets sur les cours de bourse. Aujourd'hui, n'importe quelle information apparaît d'abord sur Twitter. Et c'est un énorme enjeu pour les hedge funds, par exemple, qui doivent arbitrer entre des algorithmes ultra rapides qui permettent d'extraire le sentiment de la plateforme à la seconde près, ou des algorithmes plus puissants qui vont discerner les vraies tendances par rapport au bruit ou aux manipulations artificielles. Attendez une seconde. Et si en fait la meilleure façon d'utiliser Twitter, c'était pas de s'entraîner dessus, mais de se brancher dessus? OpenAI a de l'avance sur tous les plans. ChatGPT, c'est le produit IA le plus utilisé dans le monde. GPT-4, c'est le modèle le plus puissant dans le monde. Malgré ça, on commence à voir la limite des progrès des LLM. GPT-4, certes, il est meilleur que GPT 3.5, mais il continue quand même d'halluciner, il continue de se tromper ou d'avoir des raisonnements illogiques. Il n'est pas fiable à 100%. Surtout comme tout LLM actuel, il n'a pas une conscience du monde réel. Ses données d'entraînement s'arrêtent en septembre 2021 et il ne peut pas savoir ce qui s'est passé après. Maintenant, grâce à Bing Chat, on commence à s'approcher d'un modèle qui est conscient de la réalité étant donné qu'il est branché sur Internet. Et il peut aussi citer ses sources, ce qui permet quand même de vérifier que ce qu'il dit c'est pas une hallucination. Ça semble quand même être un point essentiel pour pouvoir lui faire confiance. En plus de ça, pendant le Dev Day d'OpenAI, Sam Altman a dévoilé sa stratégie autour des GPT, qui consiste à donner les outils à chacun pour créer sa propre intelligence artificielle et la commercialiser dans une boutique gérée par OpenAI à la manière d'un App Store. On a maintenant la possibilité de donner des documents à notre GPT pour lui servir de base de connaissances. On arrive à un stade où pour créer des applications IA plus pertinentes et obtenir de meilleures réponses, on a plutôt intérêt à travailler sur le prompt et sur le contexte qu'on lui donne en entrée. En somme, la qualité des données, quoi. Ça s'appelle le RAG. Comme son nom l'indique, le RAG, ça consiste à augmenter un LLM en lui fournissant plus de contexte en fonction de la question qui lui a été posée. Dans le cas de Bing Chat, ce qui va se passer, c'est que, en fonction de la question qui est posée, des termes de recherche vont être extraits, puis des documents vont être récupérés sur le net, qui vont ensuite être donnés en entrée du LLM via un prompt spécifique, qui va devoir les utiliser dans sa réponse. Dans l'idée, le concept est simple et très efficace. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Il y a pas mal d'endroits dans la pipeline où ça peut cafouiller. Il y a un gros travail d'ingénierie à faire pour obtenir de bons résultats systématiquement. Et c'est pas toujours le cas. En fait, un des plus gros problèmes, c'est que plus le contexte en entrée il est long, plus le LLM va avoir de chances de ne pas récupérer l'information pertinente dedans. D'ailleurs, il y a un point commun là-dessus entre les IA et nous. Elles ont plus de facilité à récupérer une information qui est au début ou à la fin du texte qu'on lui donne, ce qui correspond exactement à notre tendance à mieux retenir le début d'une présentation ou la conclusion. Étant donné qu'augmenter la taille de la fenêtre de contexte du LLM va pas beaucoup l'aider, il vaut mieux jouer sur la qualité des données qu'on va lui donner en entrée. Il faut donc mieux choisir les informations les plus pertinentes à lui donner en entrée et les présenter dans un format et dans un prompt qui va maximiser les chances d'avoir une bonne réponse. Le cas classique en vogue pour des assistants internes en entreprise, c'est la base de données de vecteurs. En gros, on a une base de connaissances, des documentations, des interactions clients, des règles métiers, ou que sais-je encore, qu'on va vectoriser. C'est-à-dire qu'on va représenter les documents en utilisant les mêmes vecteurs qu'utilise l'IA. Car oui, l'IA transforme chaque mot en un vecteur pour pouvoir le manipuler. C'est le rôle principal du réseau de neurones. On vectorise également la question de l'utilisateur, potentiellement d'une autre manière,
et on recherche les extraits les plus ressemblants dans notre base de données, avec une distance cosinus par exemple. Si les représentations vectorielles sont bonnes, deux phrases sémantiquement proches auront des vecteurs similaires. On peut entraîner un modèle de machine learning spécifiquement pour associer des questions à leurs réponses, ou faire autrement, mais la clé c'est d'utiliser les vecteurs pour représenter le sens des documents. A priori, c'est le système qu'utilise OpenAI pour permettre à notre GPT d'exploiter les données contenues dans la base de connaissances qu'on lui donne. Bon, il manque de transparence là-dessus, et le résultat, c'est que beaucoup d'utilisateurs peinent à exploiter ces outils, alors que c'est assez facile à mettre en place dans une entreprise. D'autant plus que les meilleures méthodes de vectorisation et la meilleure façon de présenter les données dans un prompt, ça va beaucoup dépendre des données et de leur format. Un système générique, ce sera forcément plus difficile à exploiter pour obtenir de bons résultats. On a aussi un problème de sécurité des données. Des utilisateurs ont réussi à obtenir des liens publics vers les données de la base de connaissances, qui est censée être privée évidemment, simplement en demandant à ChatGPT. Bon, c'est des problèmes qui se règlent, mais a priori, des entreprises qui ont des données propriétaires vont préférer les garder chez eux. No offense to people posting on X, but sometimes there's a little bit of noise. So Yeah, I think the signal to noise could be greatly improved. I mean, really, all of the posts on the X platform should be AI recommended, meaning like we should populate a vector space around any given post, compare that to the vector space around any user, and match the two. Mm-hmm. Right now, there is a little bit of AI used for the recommended posts, but it's mostly heuristics. Dans cet extrait de conversation sur le podcast de Lex Fridman, Elon Musk sous-entend qu'il veut intégrer de façon beaucoup plus intime l'intelligence artificielle dans l'algorithme de recommandation de Twitter. Ce qu'on peut aussi comprendre ici, c'est que Twitter pourrait devenir une immense base de données vectorielle. Chaque nouveau tweet sera positionné par rapport aux autres dans un espace à plusieurs centaines de dimensions, en fonction de son contenu, des interactions qu'il provoque ou des notes de communauté. Grok est conçu avec un plein accès aux ressources de Twitter. Il est optimisé pour les exploiter en temps réel. Aujourd'hui, au stade de prototype, il est déjà meilleur que Bing Chat, essentiellement parce que les nouvelles vont beaucoup plus vite sur Twitter que sur Internet. Grok a déjà accès à des métriques de pertinence très fortes, comme la portée du tweet ou l'autorité de l'auteur. Et il y a littéralement des milliers de papiers de recherche dédiés entièrement à exploiter le mieux possible ces données. Mais quand Twitter aura passé l'étape de la vectorisation des tweets, on passera à un tout autre niveau. Grok aura une vision large et nuancée de tout ce qui se passe dans le monde et pourra instantanément récupérer l'information la plus pertinente. Pour ce qui est de construire un produit ou un service autour d'un chatbot, OpenAI reste devant grâce à son écosystème. Bien qu'on puisse quand même attendre d'XAI qui bosse pas mal là-dessus. Mais pour ceux qui cherchent un chatbot à la fois drôle et pertinent, qui soit connecté aux informations en temps réel, que ce soit pour trouver des idées de business originales en repérant des tendances, pour résumer l'actualité ou les différentes opinions sur un sujet, et tout ça en plus de toutes les autres capacités de ChatGPT, il y a fort à parier que Grok sera le meilleur choix. En tout cas, moi j'ai hâte de voir. Ce qui est clair, c'est qu'une fois de plus, on est bien obligé de prendre Elon Musk au sérieux.